Qu'est-ce qu'un système de compensation et à quoi sert-il? Eh bien, pour comprendre l'utilité et le fonctionnement d'un tel système, observons ce qui se passe au niveau des gouvernes. Prenons par exemple la gouverne de profondeur d'un aéronef. Nous voyons sur le schéma que cette gouverne de profondeur est composée de deux parties, un plan fixe en bleu sur le schéma et une partie mobile en rouge. Nous savons que la partie mobile est directement reliée sur les petits aéronefs aux manches du pilote par un système de tringlerie et que ce pilote ne bénéficie d'aucune assistance au pilotage, ni hydraulique ni électrique. Nous savons également que cette gouverne de profondeur, lorsqu'elle est balayée par le vent relatif, eh bien, dévie les filets d'air, comme indiqué approximativement sur le schéma. Lorsque le pilote veut, par exemple, modifier la trajectoire de son aéronef et exercer une action à piquer sur la gouverne de profondeur, eh bien, il exerce une force sur le manche qui aura pour conséquence de tirer la tringlerie vers l'avant. La partie mobile va donc s'abaisser et elle va dévier les filets d'air qui passent de part et d'autre de la gouverne. La déviation de ces filets d'air va générer une force et cette force sera due à la force de pression des filets d'air à l'intrados de la gouverne et une force de dépression à l'extrados de la gouverne, comme pour les ailes. Il y aura donc une forte résistance à l'action du pilote. Celle-ci va s'opposer au déplacement de la gouverne et va obliger le pilote à exercer une force importante pour maintenir la trajectoire de son appareil. Plus la vitesse de l'appareil et plus le braquage de cette partie mobile sera importante et plus l'effort à exercer sur la gouverne devra être important de la part du pilote. Si les efforts demandés au pilote sont trop importants, cela peut entraîner une fatigue rapide de celui-ci et aura des conséquences néfastes sur son pilotage. Aussi, les compensateurs d'évolution sont des dispositifs qui sont montés sur les gouvernes et qui permettent de réduire ou d'annuler l'effort que doit faire le pilote pour manœuvrer ces gouvernes. Nous n'allons pas étudier ici tous les systèmes de compensateurs qui existent car ils sont nombreux. Nous allons nous limiter aux plus simples d'entre eux afin d'en bien comprendre le principe. Le premier sera le système à cornes débordantes et pour illustrer ce système, nous allons choisir le Messerschmitt Bf 109 que vous commencez à connaître. Cet appareil, qui fut un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, présentait un empennage aux surfaces mobiles particulières. Observons la dérive de cet appareil. Les photos présentent l'avantage d'avoir celle-ci soulignée en jaune. Le schéma représente la partie arrière du Bf 109. La partie fixe est en gris et la partie mobile est en jaune. L'élément le plus important de ce schéma est le pointillé qui signale l'axe de rotation de la partie mobile. Observons que le haut de cette partie mobile est composé d'une espèce de corne qui va à l'avant de la dérive et qui dépasse vers l'avant de cet axe de rotation. Nous le voyons également en bas du schéma sur une vue de haut. Lorsque le pilote exerce une action sur le palonnier, il modifie la position de la partie mobile et le schéma de droite montre la rotation de cette partie mobile autour de l'axe de rotation. Nous voyons que la partie la plus importante sera braquée sur la gauche de l'appareil et que la corne, elle, dépassera de la partie droite du plan fixe. Comment fonctionne la compensation de cette dérive? Eh bien, observons d'un peu plus près et en vue de dessus cette partie mobile. Les filets d'air vont se répartir à peu près de cette façon-là et cette répartition, comme pour une aile, va créer une force. Dans le cas présent, cette force va s'exercer sur la droite de l'appareil et c'est elle qui va faire se diriger le nez de l'appareil vers la gauche.
Toutefois, la partie mobile étant en rotation autour de l'axe, nous pouvons décomposer cette force en deux forces. Une à l'arrière de la dérive, puisque celle-ci présente la plus grande surface, qui va s'exercer vers la droite de l'appareil et contre laquelle le pilote va devoir lutter. Et une deuxième force qui sera, elle, également dirigée vers la droite de l'appareil, mais beaucoup plus réduite puisque c'est la partie avant, la corne de la dérive, qui va être le siège du point d'application de cette force. Cette force va aider le pilote à contrer l'effet de la force rouge, car si nous effectuons une projection par symétrie de l'axe de rotation, nous trouvons une force antagoniste qui va s'opposer à la force rouge et qui va aider le pilote à contrer l'effet de cette force. Remarquons que ce système est également présent sur la gouverne profondeur de cet appareil. Ce système de compensation à corne débordante, simple et efficace, n'est pas l'apanage des petits aéronefs puisqu'on l'a trouvé sur des appareils beaucoup plus conséquents tels que la Caravelle qui était un transport de passagers commercial des années 50. Un autre système de compensateur d'évolution est le système à déport d'axe. Celui-ci est similaire au système à corne débordante car il procède du même principe. On retrouve ce type de compensateur sur les Douglas C-43 ou C-47 qui furent un peu les bêtes de somme des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale et même jusqu'au blocus de Berlin. Le principe est toujours le même. En reculant l'axe de rotation des gouvernes vers le bord de fuite, on permet à la partie avant de ces gouvernes de faire saillie à l'opposé du braquage. Et en faisant saillie à l'opposé du braquage, elles seront le siège d'une force aérodynamique qui va contrer la force aérodynamique qui va s'exercer sur la partie la plus importante et ainsi cela va alléger l'effort que devra faire le pilote sur les commandes. Un autre système un peu plus élaboré et très répandu est le système de compensation avec tab automatique. Tab est un mot anglais qui signifie soit étiquette, soit patte, patte au sens de ferrure. Nous allons voir comment ce système est constitué et comment il fonctionne. La compensation par tab automatique peut être adaptée à n'importe quelle gouverne. Nous allons prendre dans cet exemple la gouverne de profondeur. Nous avons vu que celle-ci est entourée des filets d'air lorsque l'avion progresse en l'air et que lorsque le pilote veut exercer une action modifiant la position de la partie mobile de la gouverne de profondeur en rouge sur l'écran, eh bien celle-ci est le siège d'une force aérodynamique qui tendra à s'opposer au déplacement de cette gouverne. Ainsi, le pilote sera obligé d'exercer une pression encore plus importante pour maintenir la gouverne dans sa position. Pour pallier cet inconvénient, la gouverne se verra amputée d'une partie de sa surface qui sera remplacée par une petite surface mobile appelée tab. Ce tab, en jaune sur le schéma, sera relié au plan fixe par un ensemble mécanique composé d'une biellette et de renvois d'angle comportant des axes de rotation. En position neutre des commandes, le tab est situé dans le prolongement de la gouverne. Lorsque le pilote agit sur les commandes, dans un sens ou dans l'autre, il y a rotation de la partie mobile et nous observons que le tab, lui, est en rotation en sens inverse de cette partie mobile. Ce contre-braquage est automatique lorsque le pilote agit sur le manche relié à la gouverne. Quelles sont les conséquences du braquage de la gouverne et du contre-braquage du tab sur les forces aérodynamiques en présence? L'action de l'air va engendrer une force sur la gouverne de profondeur qui, dans le cas présent, sera dirigée vers le haut. Cette force va s'opposer à l'action du pilote au manche. Le tab, lui, va créer une force moins importante puisque sa surface est plus réduite, mais celle-ci sera opposée à la première car dirigée vers le bas.
L'action de ces deux forces va s'appliquer à la tringlerie des commandes et leur intensité va se soustraire. Il en résultera une force moins importante pour s'opposer à l'action du pilote. Bien évidemment, le TAP fonctionne quel que soit le sens de rotation et son action est proportionnelle au braquage de la gouverne. Dans cette première partie, nous avons étudié une des fonctions des compensateurs car nous verrons qu'il y en a deux. Cette première fonction est de réduire ou d'annuler l'effort exigé pendant la manœuvre des gouvernes. Nous allons maintenant voir la deuxième fonction des compensateurs. Cette fonction est d'aider le pilote à stabiliser l'attitude de l'aéronef dans l'espace. Et pour cela, il existe un système qui s'appelle le trim. Mais pour bien comprendre le fonctionnement et l'intérêt du trim, nous devons d'abord nous intéresser au domaine dans lequel il agit. Et pour cela, nous devons d'abord parler du centrage. La plupart du temps, et pour des raisons de simplification et de compréhension, les forces s'appliquant à un avion en vol en palier stabilisé sont représentées concurrentes en un point. Le plus souvent, la résultante aérodynamique est décomposée en deux forces perpendiculaires qui sont la portance et la traînée. Toutefois, ces forces sont également représentées concurrentes en un point que l'on désigne souvent comme étant le centre de gravité. Ces forces apparaissent donc opposées deux à deux et l'avion est en équilibre. On peut utiliser cette approximation sans problème car elle présente l'intérêt de comprendre rapidement la mécanique du vol et elle facilite d'éventuels calculs de force. Dans ce cadre, la fonction des gouvernes est de permettre au pilote de modifier la trajectoire de l'appareil. Pour l'illustrer, prenons le cas d'un vol que vous feriez par exemple entre Montpellier et Perpignan avec votre copine en passant par Béziers où vous récupéreriez deux amis d'enfance. Entre Montpellier et Béziers, vous êtes tous les deux installés en place avant d'un avion qui en comporte 4. Dans cette configuration, voyons comment peuvent se décomposer les forces qui s'appliquent sur l'appareil. Pour cela, faisons un petit focus sur leur répartition. Les forces aérodynamiques portant ces traînées s'appliquent en un point important appelé centre aérodynamique ou centre de poussée. Celui-ci est situé sur la corde du profil de l'aile. Le point d'application de l'attraction se situerait plutôt sur l'arbre de l'hélice. Le poids, quant à lui, est bien appliqué au centre de gravité de l'appareil. Remarquons que toutes ces forces ne s'appliquent pas au même point et il est facile de comprendre qu'elles vont créer des bras de levier qui vont interférer. En physique, ces bras de levier sont appelés des moments. Dans le cas qui nous intéresse, et même si vous occupez les sièges avant de l'avion, le poids de son moteur et du carburant place le centre de gravité en avant du centre de poussée. On dit que l'appareil est centré avant. Intéressons-nous à l'action de deux de ces forces, la portance et le poids. Celles-ci sont situées sur des directions parallèles et sont de sens opposé. Elles forment ce qui s'appelle un couple de forces dont la caractéristique est d'entraîner en rotation les objets auxquels elles s'appliquent. Elles vont donc entraîner l'avion dans un mouvement de rotation qui, dans le cas présent, dirigera son nez vers le bas. L'appareil aura une propension à piquer. Notons qu'un avion centré avant est stable, donc peu manœuvrant, et il est impératif que son centrage reste dans les limites prévues par son constructeur. Pour conserver l'assiette souhaitée, le pilote devra tirer le manche vers lui pour actionner la gouverne vers le haut et ainsi donner un ordre à cabrer. Cette action devra être maintenue pendant tout le vol jusqu'à Béziers pour conserver la trajectoire à l'horizontale. Donc vous posez sur l'aérodrome de Béziers où vous retrouvez vos amis d'enfance qui sont très heureux d'embarquer sur les places arrière. Certes, ils sont toujours aussi sympathiques, mais ils ont quelque peu changé physiquement.
Dès le décollage, vous sentez très rapidement que le comportement de l'avion est modifié. Les masses musculaires de vos amis ont fait se déplacer le centre de gravité de l'appareil derrière le centre de poussée. On dit que l'avion est centré arrière. Il est plus manœuvrant, mais plus instable. Comme précédemment, la position du centre de gravité doit être dans les normes données par le constructeur sous peine de ne plus pouvoir maîtriser la trajectoire de l'avion. Le couple de force poids-portance étant inversé, il entraîne maintenant l'avion en rotation le nez vers le haut. Pour conserver le vol horizontal, vous devez braquer en permanence la gouverne de profondeur vers le bas. Cet ordre appliqué doit être maintenu jusqu'à Perpignan. Nous venons de voir l'influence du centrage sur le comportement de l'avion. Notons que le centrage peut et doit être calculé avant le vol afin de bien répartir les charges et éviter que le centre de gravité de l'appareil ne se situe en dehors de ses limites. Mais le centrage n'est pas le seul élément qui présente une influence sur l'attitude de l'avion en vol. Il en existe d'autres, comme par exemple la vitesse de l'appareil. Observons comment la vitesse agit sur le comportement d'un avion. L'avion sur la diapositive vole à la vitesse v. Son poids est appliqué au centre de gravité, dont la position est fixe car elle est définie par la répartition des charges. Par définition, l'angle d'incidence correspond, lui, à l'angle entre la direction du vent relatif et la direction de la corde du profil de l'aile. Dans cette configuration, la force de sustentation s'applique au centre de portance situé sur la corde à une distance grand D par rapport au bord d'attaque. Cette configuration correspond généralement à la vitesse de croisière de l'appareil. Si le pilote réduit la vitesse de l'avion tout en souhaitant conserver son altitude, il sera obligé d'augmenter l'incidence pour conserver une valeur égale de la portance. On sait que lorsque l'incidence augmente, le centre de poussée se déplace vers l'avant du profil. La distance entre le centre de gravité et le centre de poussée diminue, le moment entre le poids et la portance est moins important. Plus le pilote réduit la vitesse, plus l'angle d'incidence doit être augmenté. Donc la distance entre le centre de poussée et le bord d'attaque est réduite. Il en résulte que l'écart entre les forces poids et portance est faible, l'action de ces forces est réduite. S'il existait un moment légèrement piqueur à la vitesse de croisière, celui-ci est quasiment nul à forte incidence. Nous venons de voir comment le centrage et la vitesse ont une influence sur le comportement d'un appareil. Il existe d'autres paramètres qui influent sur celui-ci, comme la sortie des volets ou du train d'atterrissage, mais comme ils ne s'appliquent que pendant des phases de vol particulières, ils ne seront pas développés ici. Nous allons plutôt nous intéresser aux conséquences de ces variations pour le pilote et comment la compensation intervient dans la conduite d'un appareil. Reprenons l'exemple de la gouverne de profondeur, équipée maintenant d'un système de compensation d'évolution de type TAB automatique. Intéressons-nous à la position de cette gouverne, mais également à la position de la commande de vol qui lui correspond, c'est-à-dire le manche. Le tout sur un avion en vol rectiligne uniforme. Bien qu'il soit en vol rectiligne uniforme, celui-ci peut présenter toutefois un centrage arrière. Il aura donc une propension à lever le nez. Pour conserver la bonne assiette, le pilote doit donc maintenir le manche poussé vers l'avant jusqu'à ce que l'appareil présente l'assiette souhaitée, et cela pendant tout le vol. Même si le système à table automatique apporte une aide non négligeable, le pilote doit assurer un effort permanent et surtout précis pour conserver la gouverne dans la bonne position. Cette situation lui impose une tâche supplémentaire qui s'ajoute à la charge mentale nécessaire au contrôle des autres paramètres du vol, de la navigation et à la gestion des communications radio. Pour supprimer cette tâche, il est possible de léguer la fonction du maintien de l'assiette de l'avion à des systèmes appelés TRIM. Le mot anglais TRIM peut se traduire en français par bien géré, bien tenu, maîtrisé ou au bon endroit. Comment fonctionne un TRIM? Reprenons l'exemple de la gouverne de profondeur. Comme nous l'avons vu précédemment, le TAB est relié à un point fixe par l'intermédiaire d'une biellette de longueur définie.
Sur un système de trim, la biellette est remplacée par une tige filotée. Une pièce métallique remplissant la fonction d'écrou entoure l'extrémité de cette tige. En faisant tourner l'écrou soit par un système de moteur électrique, soit par un système manuel, câble et pignon, dans un sens ou dans l'autre, on fait varier la longueur de la tige filotée. La rotation de l'écrou est gérée par le pilote qui dispose de la commande appropriée sur le tableau de bord. À gauche de l'écran, nous voyons l'intérieur du Cessna 172 et à l'intérieur de ce cockpit, une molette crantée qui permet au pilote, par un système de câbles et de poulies, de modifier la position du tab de la gouverne. À droite, beaucoup plus moderne, le F-16 chasseur américain dispose d'une commande électrique et le panneau de commande se trouve en dessous de la photo de l'avion. Nous voyons qu'il existe 3 trims, un pour le roulis, roll trim, un autre pour le tangage, pitch trim, et enfin un dernier pour le lacet, yaw trim. Dans le cas présent d'un avion centré arrière, le pilote agira sur la commande de trim pour diminuer l'assiette de l'appareil. La rotation de l'écrou dans le sens approprié va avoir pour conséquence de tirer la tige qui entraînera le tab en rotation vers le haut. Observons les conséquences du braquage du tab sur l'ensemble de la gouverne. L'effet des filets d'air sur le tab va créer une force aérodynamique qui va entraîner le tab vers le bas. Celui-ci étant fixé à la gouverne, il va à son tour entraîner celle-ci en rotation vers le bas. La gouverne va à son tour être le siège d'une force aérodynamique s'opposant à son déplacement. La rotation s'arrête lorsque les forces en présence s'annulent. En effet, bien que la surface de la gouverne soit bien plus grande que celle du tab, sa distance par rapport à l'axe de la commande est plus petite. Ainsi, il existe un angle de braquage où les moments respectifs des forces s'annulent. Si le bilan des forces est nul pour la tringlerie des commandes, en revanche, le moment de la force aérodynamique créée par le braquage de la gouverne par rapport au centre de gravité de l'avion, lui n'est pas nul. Cette force permet de maintenir l'avion à la bonne assiette en permanence. Ainsi, lorsque le réglage du trim qui permet de maintenir l'assiette souhaitée est atteint, l'avion est trimé correctement, le vol est équilibré, le pilote ne ressent plus de résistance dans le manche, il peut relâcher la pression sur celui-ci. La présence d'un trim augmente donc le confort de pilotage d'un appareil. Il existe de nombreux types de trim, mais tous procèdent de la même logique. Dans ce chapitre, nous avons vu le rôle et le fonctionnement des compensateurs d'évolution. À cette occasion, nous avons étudié de façon plus précise quelques exemples de compensateurs. Ensuite, nous avons vu l'influence du centrage et de la variation de vitesse sur le comportement de l'appareil en vol, ce qui nous a amené naturellement à étudier le fonctionnement et le rôle du trim. La totalité du chapitre n'a pas la prétention d'étudier entièrement ce domaine et pour augmenter vos connaissances, je vous invite à consulter l'excellent site de l'Avionnaire.